Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du Green IT, de l'éco-conception, qui est un peu une réponse au Green IT, et de comment globalement on peut réduire l'impact du numérique. Donc, on entend l'impact environnemental ici. Je vais commencer par vous faire une petite définition de ce qu'est le Green IT. On enchaînera aussi sur les raisons pour lesquelles on parle de ça aujourd'hui. Pourquoi c'est une pratique qui se présente de plus en plus et qui évolue de plus en plus. Je parlerai après ça des principes du Green IT, donc un peu les bases, on va dire, de ce mode-là. Je parlerai ensuite de l'éco-conception et plus principalement de l'éco-conception dans le web, donc dans notre corps de métier. Je parlerai aussi des quelques opportunités que ces pratiques-là peuvent présenter pour les entreprises, et je finirai par les ressources qui m'ont permis de préparer cette présentation et qui peuvent aussi être assez intéressantes si ça vous intéresse. Voilà. Alors, le Green IT, qu'est-ce que c'est? Là, c'est une définition que j'ai prise sur greenIT.fr, qui est un organisme qui fait pas mal de publications autour de ce sujet-là. Donc, c'est une démarche d'amélioration continue qui vise à réduire l'empreinte économique, écologique et sociale d'un produit ou d'un service grâce au numérique. Voilà, donc ça, c'est un peu le thème global de cette présentation. On va se placer dans ce cadre-là pour toutes les diapos qui suivent. On va commencer pourquoi on parle de ça aujourd'hui, quelles sont les raisons qu'on se pose des questions sur l'impact du numérique, pourquoi il y a des personnes qui réfléchissent à ça et qui prévoient un peu l'avenir du numérique de cette façon-là. Je me suis basé, sur les diapos là, qui vont suivre sur l'impact du numérique, je me suis basé sur une étude du coup de greenIT.fr. À savoir que cette étude-là, il y a évidemment d'autres études. Globalement, on retombe sur les mêmes chiffres, donc j'ai fait le choix de prendre celle-là, mais il y en a d'autres qui ont on va dire, des conclusions plutôt similaires à quelques décimales près, quoi. Donc aujourd'hui, le numérique, en tout cas en 2019, on estimait qu'il avait environ, il représentait 3,8% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Ce qui est non négligeable, il y a beaucoup de secteurs qu'on pense plus polluants que ça qui sont en dessous. Donc c'est non négligeable. Souvent, quand on fait sur ces études-là, on regarde, on va dire, 4 ou 5 critères qui représentent assez bien l'impact d'un produit sur l'environnement. Donc on voit là, il y a la consommation d'énergie primaire, c'est 4,2%, donc les émissions de gaz à effet de serre 3,8%. L'eau 0,2, c'est le plus faible, et consommation électrique 5,6. Donc globalement, on tourne autour de 4%, voire 5% dans certains cas. Ce qui fait que ces chiffres-là placent le numérique, donc en 2019. Donc si c'est un pays, on fait la comparaison souvent que ce serait 2 à 3 fois l'empreinte de la France. On peut dire que c'est pas beaucoup, mais c'est plutôt les prévisions qui alertent et qui montrent que c'est en progression et que potentiellement c'est une croissance exponentielle. Donc l'idée du Green IT, c'est de prendre ce problème-là et de voir comment on peut un peu améliorer les choses. Le numérique, on met souvent, en tout cas, on parle beaucoup de l'impact des data centers, de l'impact de toutes les infrastructures en fait qui font fonctionner le numérique. Mais en fait, on se rend compte que finalement, entre 60 et 83% des impacts, donc en suivant les différents critères, se situent plutôt au niveau des utilisateurs. Ça ne veut pas dire qu'il y a des efforts à faire partout, hein. C'est juste un constat assez logique finalement, c'est qu'il y a beaucoup plus d'appareils dans la main des utilisateurs. Et du coup, là, on se retrouve par exemple en 2009 avec 34 milliards de ce qu'on appelle des terminaux, donc ça va vraiment prendre en compte tous les appareils numériques, contre seulement 67 millions pour tout ce qui va être infrastructure, data center, etc. Donc globalement, et indirectement, l'impact est beaucoup plus dans la main de l'utilisateur que dans les infrastructures. Même si évidemment, s'il y a de plus en plus d'appareils, ça veut bien dire qu'il y aura de plus en plus d'infrastructures. Comment c'est réparti après ces émissions sur la vie d'un terminal? Ça aussi, ça peut parfois surprendre. En fait, la conception d'un appareil, donc elle va émettre des gaz à effet de serre. Et l'intérêt, en fait, le but dans les démarches Green IT, c'est d'utiliser au maximum l'appareil pour que, en gros, on ait ces émissions qui ont été faites lors de la production, elles sont elles se passent petit à petit avec l'utilisation de l'appareil. Donc on voit l'appareil qu'au niveau des utilisateurs,
la production représente plus au niveau des émissions que l'utilisation. Ça pareil, ça se justifie par le fait globalement que en tant qu'utilisateur, on a tendance à pas pousser à fond la durée de vie de nos appareils et du coup à reprendre potentiellement de nouveaux appareils derrière. Ce qui fait que forcément, on ne va pas amortir les émissions qui ont été faites pendant la conception, enfin la production. Là où dans toutes les infrastructures réseau et centres informatiques, il va y avoir une tendance qui est de pousser au maximum la durée de vie des appareils, de les réparer, etc. Donc, c'est des répartitions assez différentes qu'il faut aussi avoir en tête pour un peu comprendre, les raisons et les causes de cet impact numérique. Et surtout, voilà, c'est ce que je disais un peu en intro de cette partie, c'est que cet impact, il est en croissance. L'étude dont je vous parlais, elle a fait un peu l'état des lieux entre 2010 et 2025. Donc, à savoir que ces chiffres-là, ils sont un peu confirmés dans le temps. Donc, aujourd'hui, on suit cette courbe qui avait été prévue. Donc, on voit qu'il y a un facteur, en gros, de 2 voire 3 fois les impacts qu'on avait en 2010. Donc, il y a une forte progression. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'efforts. Enfin, il y a forcément des efforts qui sont faits aussi. On a tendance. Enfin, il y a des efforts qui ont été faits notamment sur l'efficience énergétique de tous les appareils, etc. L'un des problèmes, en tout cas, c'est qu'on a une évolution un peu en dents de scie de la croissance, parce qu'on peut avoir des choses qui vont faire un peu baisser l'impact, mais il y a toujours, enfin, il y a souvent des choses derrière qui vont faire en sorte que ça repart à la hausse. Notamment aujourd'hui, l'un des gros sujets qui se pose, c'est les pays émergents. On a beaucoup parlé de l'Inde ces derniers temps, mais en gros, l'Inde, jusqu'à il y a peu, il y avait une grande partie de la population qui n'avait même pas accès à Internet. Et du coup, indirectement, qui n'avaient pas d'appareil. Et là, ils ont de plus en plus accès à Internet. Et donc, dans l'ordre des choses, c'est tout à fait normal. Ils vont s'équiper comme nous, on l'a fait, d'appareils. Et du coup, potentiellement, on aura de plus en plus d'appareils, ce qui va du coup augmenter l'impact du numérique, malgré le fait que derrière, on peut quand même avoir des améliorations sur l'efficience énergétique, etc. Il y a quelque chose qui est aussi important dans cette évolution entre 2010 et 2025. On voit qu'en fait, la part de tout ce qui est télévision et objets connectés, elle prend de plus en plus de part. C'est notamment par le fait que, évidemment, les objets connectés se sont beaucoup développés ces derniers temps. Et du coup, ça risque d'être le cas aussi dans le futur. Donc, il y a aussi ça à prendre en compte. Donc, l'idée, c'est pas de dire qu'il faut acheter moins c'est de dire, OK, on a ce constat-là. Qu'est-ce qu'on fait pour un peu réduire l'impact de ces appareils-là, de ce numérique, pour éviter que tout simplement ça émette de trop. C'est un peu du coup le sujet qui tourne autour du Green IT. Le Green IT, il a des principes que vous avez probablement déjà entendus et qui peuvent paraître évidents, mais qui ne sont pas toujours mis en place. La première chose, comme vous l'avez compris, c'est que produire un appareil, c'est très coûteux pour l'environnement et du coup, on a vraiment un intérêt à prolonger la durée de vie de ces appareils-là. Donc ça va être par différents moyens, j'en parle un peu après, mais c'est vraiment le premier levier, on va dire, en tout cas sur la gestion des parcs numériques à prendre en compte et à avoir en tête. Il y a tout ce qui va être lutter contre les différents types d'obsolescence. Aujourd'hui, en tout cas, je parle de 3 obsolescences ici. Je ne sais pas s'il y en a forcément d'autres, mais c'est les 3 les plus importantes et les plus connues. Quoique, pas toutes forcément. On a l'obsolescence technique. Donc ça va être la mise en œuvre de mécanismes qui limitent la durée de vie d'un équipement directement, indirectement. Alors bon, directement, en gros, ça va être en faisant en sorte que le produit soit inutilisable après un certain nombre de cycles d'usage. Donc là, bon, c'est évident, c'est plutôt direct. Et indirectement, ça va être, par exemple, en rendant l'appareil difficile à réparer ou en limitant le nombre de pièces de rechange, par exemple. Donc ça, on l'a déjà vu. Enfin, on le voit avec les batteries, typiquement, qui avant pouvaient s'enlever directement des ordis. C'est un peu dans cette idée-là. Il y a ensuite l'obsolescence logicielle. Donc là, ça va être tous les procédés qui vont rendre moins performant, voire inopérant, un outil. Donc là, par exemple, ça va être en bloquant l'accès à des ressources nécessaires au fonctionnement du dispositif. Donc typiquement, au bout d'un certain temps, on ne donne plus accès aux mises à jour, au support de l'installation des appareils, et du coup, forcément, on se retrouve bloqué
et indirectement, on se retrouve à acheter un nouveau PC ou un nouveau téléphone. Il y a un exemple qui est assez parlant de ça, c'est pour Android. En fait, il y a plusieurs études qui montrent qu'aujourd'hui, les téléphones Android, donc quand on regarde le parc global qu'il y a dans le monde, on a en gros 30% des appareils, donc des versions d'Android, donc 30% des appareils Android qui n'ont plus de mise à jour de sécurité. C'est notamment par le fait, forcément, il y a des personnes qui ne peuvent pas se permettre d'acheter de nouveaux portables, etc. Et du coup, qui ont des versions assez anciennes d'Android. Aujourd'hui, on estime qu'il y a 30% du coup de ces utilisateurs-là qui sont pénalisés par le fait qu'il n'y ait plus de mise à jour sur leurs appareils. Et enfin, il y a l'obsolescence psychologique. Donc là, ça va être en gros le fait de créer chez l'utilisateur un sentiment que son produit il est plus à jour, il est plus fonctionnel. Enfin, en tout cas, il est plus à l'ordre du jour et que du coup, on va lui présenter un nouveau produit et il va avoir tendance du coup à acheter ce nouveau produit alors que potentiellement son appareil fonctionne encore très bien. Euh, voilà, l'idée du Green IT, c'est vraiment de partir du constat que construire un appareil, ça a un coût. Donc, au maximum, il faut éviter, en tout cas le moins souvent possible, de reconstruire des appareils et du coup, plutôt pousser la durée de vie de tous ces terminaux. Il y a la dynamique ensuite de sobriété, donc une règle des 5 R qui est assez connue. Bon, c'est globalement ce que j'ai dit. Hein. Donc, refuser de remplacer un équipement fonctionnel, réduire l'usage des équipements. Donc là, c'est le premier point. Mais ça va être aussi réduire le volume des données, réduire le temps de chargement de ces pages, réduire globalement enfin, penser réduction dans ce qu'on fait. Ensuite, ça va être de réparer pour prolonger la durée de vie des appareils. Donc ça, bon, c'est un peu évident, mais c'est le premier levier, on va dire, pour augmenter la durée de vie d'un logiciel ou d'un terminal. Réutiliser politique de réemploi, ça c'est quelque chose qui est assez intéressant. C'est le fait de se dire, par exemple, dans une entreprise, on peut avoir un corps de métier qui nécessite d'avoir des équipements hyper performants avec des cartes graphiques vraiment à jour, quoi, en tout cas. Je sais pas, dans le domaine du jeu vidéo, par exemple. Euh, Au bout de 2 ans, 3 ans, cet appareil-là, peut-être il ne sera plus, il fera plus l'affaire pour ce corps de métier-là, mais potentiellement pour ce qui va être de la bureautique, etc., il fonctionnera encore très bien. Donc l'idée de la politique de réemploi, c'est de dire, on peut prendre ces appareils-là et les redonner du coup, peut-être à des corps de métier qui nécessitent un usage un peu moins gourmand de ces ressources. Et une fois qu'on a fait tout ça, il y a évidemment le recyclage qui doit bien arriver en dernier et qui, forcément, a également un impact positif. Même si aujourd'hui, recycler un ordi, c'est pas forcément. Enfin, on n'arrive pas évidemment à tout récupérer. Et un gros point aussi, c'est optimiser la couverture fonctionnelle. Ça, c'est un point très important du Green IT et de l'éco-conception dont je vais parler juste après. Mais c'est le fait de dire qu'aujourd'hui, on a globalement une bonne partie des fonctionnalités qui sont mises en place sur des logiciels qui ne sont pas forcément utilisés, voire jamais, ou qui l'étaient avant mais qui ne le sont plus aujourd'hui. Et que sur la partie restante, il n'y en a vraiment qu'une partie qui est vraiment très utilisée. Donc ça, pareil, il faut réfléchir le sujet, mais il y a un intérêt typiquement de retirer certaines fonctionnalités qui ne sont vraiment plus utilisées ou au moment de la conception, penser à ne pas mettre des fonctionnalités inutiles pour alléger tout ce qui est application. Là, je vais faire un focus maintenant un peu plus sur l'éco-conception. À savoir que l'éco-conception, c'est un terme un peu qui ne s'applique pas que au numérique. C'est déjà beaucoup utilisé, enfin, c'est déjà utilisé dans le bâtiment, dans d'autres domaines. Donc là, moi, je fais le focus sur son état et son application dans le web, mais c'est un concept qui est un peu global. Donc, l'éco-conception et son application dans le web. Donc, l'éco-conception, c'est quoi? Ça va en réponse un peu à toutes les problématiques du Green IT. Ça va être une démarche qui consiste à concevoir, reconcevoir. Donc, ça, c'est aussi intéressant, c'est que c'est pas que pour les futures applications, c'est aussi pour les anciennes. Et optimiser un service numérique en mesure de ses impacts environnementaux dans le but de les minimiser. Et cette réflexion porte particulièrement sur le périmètre fonctionnel du service ainsi que sur son implémentation technique. Donc ça, voilà, c'est une définition, il y en a évidemment plusieurs, mais ça résume assez bien ce que c'est l'éco-conception.
Et du coup, moi, je vais un peu faire focus sur le web, en tout cas. Donc, le premier levier qui est assez important, dont j'ai déjà un peu parlé avant, c'est il y a vraiment un intérêt à bien définir le besoin et à éliminer ce qui n'est pas essentiel. Euh, donc, bah, ça va être en évaluant précisément les besoins avec les parties prenantes. Évidemment, il faut que ce soit fait avec les parties prenantes, avec avec du coup la partie métier, avec les clients, pour être sûr que voilà, on ne comprenne pas des décisions insensées et qu'on soit bien d'accord sur ce qui est vraiment nécessaire. Dans cette idée-là, il y a plusieurs questions qu'on peut se poser. Je les ai notées, je vais pas passer sur toutes, mais globalement, bah voilà, sur certaines fonctionnalités, on peut se demander si elle est vraiment nécessaire, s'il n'y a pas un moyen de faire autrement, tout simplement, ou si. Et une autre façon de voir la chose aussi, c'est de se poser la question de qu'est-ce qui se passerait si on n'avait pas cette fonctionnalité. Donc de se mettre dans le cas où voilà, on se dit on n'a pas cette fonctionnalité, comment on ferait les choses? Est-ce que c'est vraiment bloquant? Est-ce que c'est un problème? Voilà, il y a un gros sujet aussi en amont, c'est la quantification minimale répondant aux besoins des utilisateurs. Typiquement, ça va être bah, combien de résultats vous allez afficher dans une recherche. Est-ce que vous allez limiter à... Est-ce que vous avez besoin d'afficher 100 résultats pour une requête où souvent la personne va prendre que les 2 premiers résultats? C'est des questions qu'il faut se poser aussi. Sur les résolutions d'images, bon, ça on le fait déjà un peu. Je sais que Cindy et Victoria avaient déjà un peu parlé du poids des images aujourd'hui enfin, sur une page web, et du coup, il y a vraiment un intérêt à se poser la question de prendre la taille optimale pour ces images et ces vidéos aussi. Qualité de son, durée de vidéo, pareil. Euh, voilà, et il y a aussi la partie grunique qui avait été évoquée par Victoria et Cindy, donc je ne vais pas trop en reparler, mais voilà, c'est aussi l'idée de mettre en place, enfin de penser UX, donc expérience utilisateur, et de bien rester centré sur les besoins réels et les attentes des utilisateurs. Le fait de bien penser le besoin en amont et d'éliminer ce qui n'est pas essentiel, ça répond, enfin c'est un peu ce que je note en dessous, c'est que plus on intervient tôt, plus le levier il va être fort en termes de réduction, parce que forcément, c'est des choses qu'on n'aura jamais rajoutées, c'est toujours mieux de ne pas mettre une fonctionnalité dès le début, plutôt que de l'enlever alors qu'elle était en place depuis quelques années. Et c'est souvent plus simple aussi de ne pas faire la chose dès le début, plutôt que de l'enlever après. Donc là, je vais vous parler un peu maintenant de comment appliquer ça, comment appliquer ces pratiques-là dans nos métiers. En fait, il y a pas mal de référentiels. Donc, ce qu'on appelle des référentiels, ça va être des listes de bonnes pratiques sur lesquelles vous pourrez un peu agir en tant que levier d'action. Là, j'ai fait le focus sur un livre qui est un peu une référence, donc qui en a sa 4e édition, qui est un livre de Frédéric Bordage, dans lequel, en gros, il va lister 115 bonnes pratiques, à savoir que ça évolue. Je crois que tous les 2 ans, il y en sort un nouveau, ou potentiellement, il y a des bonnes pratiques qui viennent s'y ajouter. Il y a évidemment d'autres référentiels. Il y a beaucoup de choses qui se regroupent dans ces référentiels-là. Donc celui-là, il est assez complet, mais il y en a d'autres qui peuvent carrément faire l'affaire. Et notamment par l'ADEME, je crois que l'ADEME en a sorti un. Enfin, voilà, il y a pas mal de référentiels disponibles. Et donc, aussi, ce qui est bien avec celui-ci, c'est qu'il va vraiment découper du coup, les bonnes pratiques en fonction des différentes étapes du cycle de vie de nos applications, enfin du logiciel. Et il va aussi notamment, en gros, indiquer à quel point c'est difficile de mettre ça en place et pour quelles raisons. C'est-à-dire, est-ce est-ce qu'il y a un intérêt, enfin, est-ce que l'impact de cette bonne pratique, quand on va l'appliquer, est-ce qu'il aura un impact fort ou un impact assez léger sur la consommation de notre logiciel? Donc moi, je vais un peu parcourir ces différentes étapes du cycle de vie. Je ne vais pas présenter les 115, je vais passer globalement sur quelques-unes que j'ai trouvées intéressantes. Voilà, histoire de un peu vous donner une idée de ce qu'on peut retrouver dans ces référentiels-là et de comment aussi optimiser l'empreinte écologique des applis et des logiciels. Donc, sur la partie spécification, ça, je vais repasser rapidement dessus. Donc, éliminer les fonctionnalités non utilisées. Ça, je l'ai déjà dit, je vais pas en parler de trop. Quantifier précisément le besoin. Évidemment, tout ce qui va être
là, ce qu'on appelle les dimensions, mais les exigences. Enfin, plus les dimensions, elles seront proches de ce que le métier, enfin, ce dont le métier a besoin, plus on va éviter la surqualité, plus on va éviter d'avoir des choses qui seront trop surdimensionnées inutilement. Donc il y a plusieurs leviers pour ça. Il va y avoir les valeurs par défaut. Ce qu'on va entendre par valeur par défaut, ça va être vraiment, là, j'ai un exemple qui est assez parlant. C'est, le site Unsplash que vous connaissez peut-être. C'est un site, en fait, de banque d'images, dans lequel vous pouvez retrouver des images que vous pouvez télécharger, depuis une barre de recherche. Donc il y a une barre de recherche et ça vous renvoie des images qui sont liées aux mots-clés que vous avez saisis. Et sur ce site-là, si on cherche pas, voilà, sur la petite flèche à droite, à voir la taille de l'image qu'on va télécharger, par défaut, il va nous télécharger la taille originale. Donc dans ce cas-là, c'était une image qui faisait 4000 par 6000. En plus, c'est souvent des grosses images parce que ce sont des images de photographes, donc assez conséquentes. On peut avoir besoin d'avoir une résolution aussi haute. Après, souvent, en tout cas nous, dans nos usages, on en a rarement besoin. Et là, ce qu'on va faire, donc par défaut, on va cliquer sur télécharger gratuitement et ça va nous télécharger l'image la plus grosse. Ce qui aurait pu être intéressant, en tout cas de leur côté, c'est de réfléchir un peu différemment et de se dire, bon, globalement, le besoin, c'est plutôt, je sais pas, la taille moyenne, par exemple. Donc, ça va être la taille, la valeur par défaut, ça va être moyenne. Et si jamais vraiment un utilisateur a besoin d'une taille un peu plus grosse, on lui laisse le choix dans les options qu'il y a par la petite flèche à droite. Donc ça, c'est un peu voilà, des petits leviers d'action qu'on peut mettre en place et auxquels il faut penser. Dans l'étape de conception, donc ça, c'est un peu ce que je disais aussi sur la partie expérience utilisateur. Il faut optimiser au maximum le parcours utilisateur, donc en diminuant le nombre d'étapes, en diminuant le nombre de pages, le nombre d'actions. Ça a un plus, évidemment, donc côté expérience utilisateur, mais ça a également un avantage, du coup, côté impact, parce que forcément, on va charger potentiellement moins de pages, moins d'infos, et l'utilisateur devrait être assez content vu qu'il pourra accéder assez vite à ce qu'il recherche, sans passer par différentes étapes. Donc ça, c'est un sujet qui est aussi très important, auquel il faut penser en amont. Favoriser un design simple et épuré, bon ça, voilà, c'est évidemment un bon levier en évitant au maximum les images, en évitant les vidéos. Bon, après, il y a des fois où c'est indispensable. Donc, dans le cas où c'est indispensable, il faut bien penser à prendre la taille optimale, etc. Utiliser que les portions indispensables des librairies JavaScript et framework CSS. Alors, quand c'est possible, je sais que des fois, on utilise du jQuery alors que c'est vraiment pas nécessaire. Il y avait Bootstrap qui faisait ça avant, je ne sais plus si c'est le cas, mais avant, Bootstrap permettait de vraiment venir sélectionner ce qu'on voulait pour éviter d'avoir à charger toute la bibliothèque. Je sais que ça se faisait, je crois qu'il y a des sites qui permettent de le faire encore, mais c'est un peu moins facile avec les dernières versions. Mais voilà, ça peut être des leviers aussi. Et évidemment, mettre en cache les données calculées souvent utilisées. Bon, ça, j'en parle pas mal, mais je reviendrai dessus. Sur la réalisation maintenant, donc là, c'est en gros dans le référentiel que je vous ai mis, c'est cette partie qui évidemment regroupe le plus de leviers. Là, je vais passer rapidement sur ces 5, mais il y en a beaucoup plus. Donc la réalisation, c'est vraiment que la partie développement. Donc limiter le nombre de requêtes HTTP. Là, il y a un exemple qui est un peu, bon, ça se passe plus trop comme ça, heureusement, mais c'est pour un peu illustrer. C'est typiquement qu'on va avoir des champs où on peut sélectionner un pays, donc avec les drapeaux. Le cas un peu qui va demander beaucoup de requêtes HTTP, c'est le cas où on va charger les drapeaux un par un au chargement de la page. Aujourd'hui, il y a des systèmes de sprite qui permettent, en une seule image, de pouvoir charger tous les drapeaux et du coup, après, venir sélectionner la position dans cette image pour afficher le bon drapeau. Bon, ça se fait pas trop, mais c'est pour un peu donner l'idée de ce levier-là. Stocker les données statiques localement. Ça va être l'utilisation du local storage quand on peut. Ça évitera d'avoir, au cours de la navigation de l'utilisateur, à recharger X fois les mêmes éléments. À sa première connexion, on peut stocker ça dans le local storage pour les données évidemment qui ne sont pas amenées à changer et qui ne sont pas amenées à bouger. Et comme ça, on pourra les piocher dedans pour éviter de refaire un appel à chaque fois.
Ça, bon, on le fait déjà un peu, enfin, c'est un peu on le fait indirectement, c'est de choisir les technologies les plus adaptées. Heu, Souvent, enfin, pour certains besoins, le risque qu'on peut avoir, c'est de surdimensionner l'archi ou en tout cas l'outil qu'on utilise et du coup d'avoir quelque chose qui finalement est assez lourd pour un besoin qui est pas forcément, qui est pas forcément énorme. Alors ça, bon, ça c'est assez difficile parce qu'il faut aussi anticiper potentiellement les évolutions des applications, ce sur quoi elles vont tendre pour éviter d'avoir à tout rechanger, au bout d'un an, parce que la techno qu'on a choisie n'est plus adaptée. Mais c'est un levier aussi. Choisir un format de données adapté, ça c'est une petite chose qui peut apporter, pas mal, c'est de bien penser, quand on rédige, enfin, quand on fait nos bases de données, bien penser les formats de données qu'on utilise. Typiquement, si on a un champ texte sur notre appli qui on sait, ne dépassera jamais 10 caractères, il n'y a pas forcément besoin en base de données de venir, prendre une colonne string ou texte qui pourra en stocker beaucoup plus. C'est un peu cette idée-là. Et assurer la compatibilité avec les plus anciens appareils et logiciels du parc. Donc ça, c'est adapter son application aux utilisateurs, aux appareils qui vont utiliser l'application, pour éviter, mais encore une fois, d'inciter, enfin en tout cas de forcer indirectement l'utilisateur à devoir reprendre un nouvel équipement pour utiliser l'application. Sur la partie production, l'utilisation d'un cache HTTP, alors bon, sur cette partie-là, j'avoue que je ne m'y connais pas trop, donc je ne vais pas trop m'avancer dessus, mais donc il y a des reverse proxy, Varnish, Squid et Nginx qui sont optimisés pour ça, donc pour rendre assez facilement enfin rapidement surtout des pages HTML, des images. L'ajout d'entête, expires ou cache control, donc qui en gros vont définir la durée pendant laquelle un navigateur doit conserver une ressource dans son cache. Pareil, de tous les sujets de cache, évidemment, ça répond évidemment à ces principes d'éco-conception. Donc on en parle assez souvent. Il y a un point qui est aussi assez important, c'est de réduire au nécessaire les log serveurs. Il faut Enfin, en fait, ça va servir dans le sens où, d'une part, si on n'a pas trop de log serveurs, enfin, en tout cas, si on retire les logs, qui sont inutiles pour débugger après, potentiellement, ce sera beaucoup plus simple. Et évidemment, du coup, niveau ressources serveurs, il y aura beaucoup moins de stockage qui sera pris par ces logs-là. Et enfin, mettre en place une politique d'expiration et de suppression des données. Donc ça va être, donc il y a pareil des outils qui permettent de le faire, mais c'est de donner une durée de vie aux données et au bout enfin, quand elles atteignent cette durée de vie, elles sont expirées et elles sont supprimées de la base de données. Donc ça, évidemment, c'est des sujets auxquels il faut bien réfléchir aussi parce que c'est pas négligeable, mais ça peut être enfin, en accord aussi avec le RGPD, donc c'est pas déconnant non plus d'y penser. J'en ai pas trop parlé là sur la partie production, mais il y a aussi des questions sur l'hébergement, évidemment. Aujourd'hui, vous avez des hébergeurs qui, forcément, sont, on va dire, un peu plus verts que d'autres. Il y a différents points sur lesquels enfin, différents critères sur lesquels on peut se baser pour définir qu'un hébergeur est plus vert qu'un autre, mais voilà. Il y a aussi évidemment un gros sujet sur l'hébergement qui va concerner toute l'utilisation, enfin, de votre appli. Sur l'utilisation maintenant, il y a un intérêt également à limiter les emails qui sont lourds et redondants. Donc, c'est quoi par exemple? Ça va être le fait, évidemment de réduire la taille d'un mail, ça on comprend, mais je sais pas, par exemple dans un process où on va, je sais pas, on va faire une action sur 50 entités. Plutôt que d'envoyer un mail à chaque fois que l'action a été réalisée sur une entité, on va plutôt attendre la fin du process et envoyer un seul mail qui va dire c'est bon, ça s'est bien passé pour les 50 entités. Éviter la lecture et le chargement automatique des vidéos et des sons. Ça, pareil, d'une part, pour l'utilisateur, enfin, c'est assez agréable quand une vidéo ne se lance pas toute seule sans qu'on l'ait demandé, ni pareil pour le son. Mais pareil, ça va du coup éviter d'utiliser des ressources inutilement. Et évidemment, bon, ça, c'est bon dans tous les cas, donc autant le faire, mais c'est entretenir son site régulièrement. Donc le tenir à jour,
gérer les correctifs, en fait, qui vont d'une part, améliorer l'expérience utilisateur et qui vont vous garantir qu'il n'y aura pas forcément de faille de sécurité. Tout ce qui peut, en fait, derrière, impacter, on va dire, l'expérience utilisateur, c'est bon à prendre. Sur le support maintenance, donc là, on arrive au bout, sur les dernières parties, il y a un peu moins de levier, mais j'en ai un quand même sur support maintenance, c'est d'éviter les redirections quand c'est possible, en tout cas, c'est pas toujours possible, mais en tout cas, c'est bien d'y penser quand on doit mettre ça en place. Les redirections, potentiellement, du coup, vous allez charger des infos qui ne vous serviront à rien, vous allez être redirigé derrière, donc déjà, d'un point de vue utilisation, vous allez perdre du temps, mais en plus, vous allez charger des infos inutilement qui vont, du coup, forcément consommer des ressources et un peu pour rien. Donc, c'est parfois nécessaire, hein, je dis pas, mais il y a potentiellement des moments où ça, c'est pas forcément utile et où, du coup, il faut y penser. Et sur la fin de vie, alors là, c'est vraiment sur la dernière partie. Euh, il y a un point qui est sur voilà, stratégie de fin de vie des contenus. Typiquement, sur un blog, je sais pas, sur certains blogs, vous allez avoir des articles qui datent de 10 ans, voire plus, enfin, même 5 ans. Et c'est l'idée, enfin, c'est le fait de se poser, de se demander si on a un besoin ou pas de garder ces articles qui datent de plus de N années. Voilà, c'est cette idée-là pour. Il y a possibilité, on va dire, de mettre en place des politiques de suppression, pareil, de ces articles s'ils ne sont plus utilisés, plus visités. Et aussi mettre en place un plan de fin de vie du site. Ça, c'est des choses qui se préparent pour éviter qu'il y ait un site qui tourne alors qu'il n'est plus utilisé. Et un bon exemple que je sais que moi, enfin, que je sais que moi j'ai déjà eu le cas en tout cas au jour le jour, c'est typiquement on va avoir des serveurs de recettes qui vont être inutilisés pendant, je sais pas, plusieurs mois et ils tourneront quand même, ils seront toujours disponibles. Et là, pareil, ça peut être de se dire, ok, on le met en arrêt pour le moment et on le remet si vraiment il y a un besoin derrière, en mettant en place les petites modifications qu'il faut s'il y a besoin. Donc voilà, donc ça c'est un peu une partie des bonnes pratiques. Je suis passé sur pas mal quand même, mais il y en a encore beaucoup d'autres. Je vous invite à regarder tous les référentiels qui existent si jamais ça vous intéresse. Et une fois du coup qu'on utilise ces bonnes pratiques, il y a quelque chose qui est bien quand même, c'est de tester et d'évaluer le plus que ça a apporté, de les appliquer, voir s'il y a vraiment eu un aspect positif. Et donc, pour ça, il y a plusieurs outils qui permettent de le faire. Il y a un premier test qui est assez auquel on ne pense pas forcément, mais qui est très, qui indique vraiment bien s'il y a du mieux, c'est le fait de tester ces applications sur des connexions en gros dégradées. Donc, c'est en simulant des connexions 2G, 3G, 4G, donc souvent mobiles, et de charger vos pages, de parcourir votre site et de voir à quel point c'est lent ou pas, à quel point les pages vont charger rapidement. C'est un très bon indicateur pour voir si ces leviers ont servi à quelque chose. Il y a évidemment d'autres outils, donc GTmetrix, Lighthouse, Yellow Lab, qui vont en gros vous donner sur chacune de vos pages un peu des points d'amélioration que vous pourriez appliquer, plus ou moins simples, hein. Donc des fois, pareil, il le catégorise par difficulté de mise en place, mais il y a des fois des petites choses qui peuvent faire vraiment la différence. Il y a des outils aussi très intéressants qui vous permettent de faire un audit sur un parcours utilisateur. Donc en fait, vous allez lancer, c'est une extension souvent, vous allez lancer une extension, vous allez lancer l'analyse en fait. Vous allez faire tout votre parcours utilisateur, quelque chose que vous aurez défini. Vous allez parcourir vos pages et à la fin, vous arrêtez votre analyse. Et ça va vous faire un peu une synthèse de la consommation de votre parcours utilisateur, des points aussi potentiellement à améliorer. Voilà. Et vient enfin la partie, donc, une opportunité pour les entreprises. Ce que j'entends par là, on va voir les différents points, mais c'est globalement ceci. Indirectement, le fait de produire des applications qui potentiellement seront plus légères, qui solliciteront moins de ressources, on va avoir une réduction des coûts, notamment sur toutes les instances tous les serveurs qu'on va pouvoir solliciter. Typiquement, quand on va demander un serveur de recettes, on aura potentiellement besoin d'un serveur qui sera moins, enfin,
sera plus petit ou qui demande moins de performance que sur un site qui n'est pas éco-conçu. L'amélioration de la performance, bon ça avec les bonnes pratiques sur lesquelles je suis passé, je pense que vous l'avez compris que les applications, enfin, l'éco-conception les leviers dont dont je vous ai parlé, globalement, en plus du coup de réduire l'impact des logiciels et des applis, ce qu'ils font surtout, c'est souvent améliorer la rapidité et la réactivité donc des sites web et des applications. Une bonne partie de ces pratiques-là, c'est un effet indirect qui est plutôt bénéfique. Donc ça contribue derrière à l'amélioration de l'expérience utilisateur et à la fidélisation des clients. Il y a le côté, évidemment, image de marque. Forcément, quand on montre son engagement en faveur de l'environnement et de la durabilité, comme c'est des sujets qui parlent de plus en plus, bah, ça va améliorer l'image de marque indirectement et potentiellement attirer des nouveaux clients qui sont aussi sensibilisés par ces sujets-là. Il y a 2 autres points sur lesquels je voulais parler également. C'est aujourd'hui, on a de plus en plus de pays qui mettent en place en fait des réglementations sur un peu pour encadrer, comme c'est dit ici, l'impact environnemental des technologies de l'information et de communication. Donc clairement, l'éco-concept web, elle permet de répondre un peu à ces réglementations-là. J'ai mis un exemple en France d'une loi qui date de 2020. C'est en gros l'obligation pour l'administration publique de favoriser lors de ses achats des logiciels dont la conception permet de limiter la consommation énergétique associée à leur utilisation. Donc voilà, typiquement, c'est un bon exemple sur lequel on comprend très vite que l'éco-conception peut assez vite, auquel l'éco-conception peut répondre, pardon. Voilà, il y en a évidemment dans d'autres pays et potentiellement, ça risque d'être amené à évoluer avec les politiques qu'on aura dans le futur. Et il y a évidemment un aspect sur la partie RSE. Donc le RSE, c'est pas que environnemental, c'est aussi sociétal. Mais sur la partie environnementale, ça peut permettre potentiellement de répondre aux attentes des clients, des employés, mais aussi des différentes parties prenantes. Comme je disais un peu avant, il y a forcément des clients, des parties prenantes qui sont sensibles à ces sujets-là et qui du coup ont tendance à, dans un premier temps, chercher davantage vers des entreprises qui ont une politique RSE. Et ça peut aussi aider à attirer et fidéliser des talents qui partagent ces valeurs-là. Comme je disais, il y a de plus en plus de personnes qui s'y intéressent et du coup, il y a aussi un intérêt derrière à mettre ça en avant au jour le jour. Voilà pour tout ça, pour un peu l'éco-conception, le Green IT. J'ai fait un passage un peu global sur tout ça. Il y a évidemment beaucoup d'autres choses à dire, mais je vais m'arrêter là. Je vais juste vous finir par quelques ressources. GreenIT.fr, je vous en ai parlé, mais globalement, ils ont un site web sur lequel vous allez retrouver pas mal de publications sur le thème du Green IT globalement et aussi sur l'éco-conception. Donc, c'est un bon point d'entrée si ça vous intéresse. Il y a du coup le référentiel dont je vous ai parlé, à savoir qu'il existe une version. Enfin, il y a un repo Git qui répertorie toutes les bonnes pratiques et du coup, qui reprend tout ce qu'il y a dans le livre, mais sur un repo Git. Donc, ça peut être intéressant aussi. Il y a un autre repo Git qui est maintenu un peu par la communauté qui regroupe toutes les ressources, enfin, beaucoup de ressources sur le numérique éco-responsable. Donc, vous allez y retrouver les formations, par exemple, les liens vers les différentes études. Donc, c'est vraiment une ressource. Enfin, si ça vous intéresse et que vous voulez un peu pousser le sujet, c'est hyper intéressant. Vous allez avoir des acteurs aussi. Donc, il y a le Shift Project, qui est pareil, un organisme qui globalement fait des études, des analyses sur l'impact, enfin, sur les émissions de gaz à effet de serre, enfin, les émissions globales, on va dire. Pas que dans le numérique, mais ils ont fait des études aussi sur le numérique qui sont assez intéressantes. Et vous avez l'ADEME, qui est du coup là un organisme de l'État qui parle aussi pas mal de ces sujets. Donc, si ça vous intéresse, ça peut être aussi un endroit où vous pouvez regarder. Et il y a un MOOC, alors un MOOC, c'est en gros un cours en ligne de l'INRIA, pareil sur l'impact environnemental du numérique. Donc c'est pareil, ça c'est pour le coup, je l'ai fait, c'est un bon point d'entrée. Ils expliquent assez bien, ils donnent une vision, on va dire, globale de toute la première partie dont je vous ai parlé tout à l'heure, et
C'est hyper intéressant. Voilà, on arrive au bout, donc si jamais vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Et merci, merci de m'avoir écouté. Alors, je vois des mains levées, je sais pas si c'est des fails ou des s'il y a des questions derrière. En général, c'est du fail, hein, tu as raison. Oh, ouais, c'est ça, c'est pour ça que je Ouais, je voulais dire quelque chose. ouais. En tout cas, déjà, merci. C'est cool qu'on puisse poser ces questions-là. C'est bien. Je sais pas si les clients sont vraiment réceptifs à ça ou au côté un peu greenwashing. Mais en tout cas, sur les appels d'offres, c'est de plus en plus fréquent. Et comme tu dis, il y a un écosystème. Donc, si l'une doit avoir une politique RSE, elle doit travailler avec d'autres qui ont aussi cette même politique. Donc, ça peut que aller dans le bon sens. Ouais. Il y a un point que je voulais citer en termes de ressources, c'est Ouais. Koenig Systems avec qui on travaille, qui a développé ce site-là, donc je le mets dans le chat. Et en fait, c'est des forêts en cloud, quoi. Pour faire simple. Je trouve le principe qui a le mérite d'être très simple, c'est assez bien fait. Enfin, c'est pas du greenwashing pur et dur. Les forêts sont bien traités, etc. Et donc, ils plantent des arbres pour compenser la consommation carbone des serveurs. Du coup, c'est quelque chose qui peut se rajouter facilement dans un appel d'offres ou des choses comme ça et qui a le côté aussi simple que de commander un serveur sur AWS. Donc, voilà, je voulais juste signaler ça. Ok. Il y a aussi d'autres actions qui sont mises en avant par certains acteurs, par exemple l'utilisation de la chaleur produite par les fermes de serveurs pour chauffer les bâtiments ou notamment les parcs HLM ou des choses comme ça. Ouais. Ça, c'est des choses qui sont faites soit par redistribution de la chaleur, mais ça c'est un peu compliqué parce que ça nécessite la conduction de la chaleur et il y a beaucoup de pertes, soit par l'installation des parcs dans les logements eux-mêmes. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui sont faites dans ce sens aussi. Il y a des entreprises en France qui font ça. À TCM, on a aussi d'autres partenaires. On a Digital Green. Donc Digital Green qui travaille avec nous, mais alors là, du coup, vraiment sur la partie conceptuelle, en amont jusqu'au design, qui travaille aussi beaucoup sur la partie communication. Parce qu'à la base, c'est une agence de communication. Ouais. Et tu as cité notamment la logique d'email. On peut aller beaucoup plus largement dans cette logique d'email et parler du digital, du marketing digital, du marketing opérationnel et tous ces sujets marketing qui balancent des mails à foison et qui servent à rien, que personne ne regarde, que personne ne lit, qui vont directement dans les spams la plupart du temps. Et ça, c'est des sujets énormes en termes d'économie d'énergie. Les logiques de relance, de chaîne, etc. Donc ça, c'est des choses intéressantes. Et quand vos clients vous parlent de ces sujets, ça peut être hyper intéressant de leur dire que c'est bien, mais si on pouvait ne pas le faire, ce serait mieux, parce que ça sert pas à grand chose. Donc de challenger la chose. Et tu as expliqué un point qui est hyper intéressant, c'est le regroupement des emails, notamment le regroupement des notifications et des messages. Je pense que ça, c'est un vrai point sur lequel on peut bosser, quoi. Ouais, carrément. C'est des choses, enfin là, il faut les avoir en tête. C'est bien d'en avoir conscience, et une fois qu'on les a en tête, on peut y penser après au jour le jour. Ouais, clairement. On a un autre partenaire qui est en train de vraiment travailler le sujet. C'est Koji. Ils ont changé de nom il n'y a pas très longtemps. Je me rappelle plus le nom qu'ils ont maintenant, mais si ça, voilà, on vous remettra les références, etc. Mais voilà, c'est un autre partenaire avec lequel on travaille qui est en train de monter une cellule vraiment dédiée, spécifique là-dessus. Eux, pour le coup, c'est pas des communicants, c'est vraiment des designers, aussi bien UX que UI. Donc ils ont une équipe constituée de chercheurs et de designers UI. Et voilà, donc ils bossent beaucoup là-dessus en ce moment. Ils sont en train de revoir toute leur offre pour adresser le sujet.
Et voilà, et je reviens sur le petit point que tu évoquais aussi, Mistral, sur on ne sait pas trop si nos clients sont ouverts ou pas. C'est extrêmement variable. Soit c'est lié au fait qu'ils sont obligés, parce que organisme qui a nécessité à communiquer là-dessus, ou organisme d'État ou autre, soit c'est très très variable. Ça dépend vraiment des clients, et là c'est à challenger client par client. Ok. Bah, c'est cool, je savais pas qu'il y avait déjà toutes ces personnes, ces organismes-là dont tu viens de parler. J'avoue que je n'avais pas connaissance. Je connaissais Digital Green un peu, enfin voilà, de loin, on va dire. Mais je savais pas qu'on a déjà travaillé avec eux. Ouais, mais ça fait 10 ans que je bosse avec eux. À la base, Ah, ok. la boîte s'appelle Bug Agency au départ. Ouais, Et, ouais, c'est vrai. ça fait 10 ans que je bosse avec eux. Ok, C'est des gens qu'on connaît avec Jean-Guillaume, et voilà. ok, On je bosse savais pas. principalement avec eux sur Maison d'enfance. D'accord. Voilà. Projet aujourd'hui qui est géré dans l'équipe de José par Par Sophie, Sophie. ouais. Ouais. Ouais, Ok, exactement. je savais pas. Et typiquement sur ce projet, bah tu vois, il y a eu une première refonte, un peu de tentative green, mais le client a bloqué pas mal de portes parce que ça lui faisait peur. Ouais, Et cette année, on aimerait bien aller plus loin. ok. Et du coup, c'est quoi? C'est le client qui a demandé cet accompagnement-là à la base ou c'est vous qui l'avez proposé Non, c'est Digital Green, c'est Bug D'accord. qui a vraiment proposé ça. Ok. Voilà. Et donc Maison d'enfance, c'est une entreprise, enfin c'est une association liée à la construction de maisons individuelles. Ouais. Donc ils sont quand même extrêmement aujourd'hui proches de ce sujet de l'économie d'énergie, etc. D'accord. Ouais. Donc ils ont tout intérêt à véhiculer cette image d'économie. Et je pense que c'est voilà, le cheminement va dans ce sens. Il y a encore du travail à faire, mais en tout cas c'est typiquement le bon client pour le faire, quoi. Je comprends. Ouais. Ok. Ok. Et on peut aller plus loin. On a pas mal de clients dans l'immobilier notamment. On a aussi des clients enfin proches de l'ADEME avec ses logiques d'économie circulaire, et de gestion des déchets avec Screlec, avec Citeo, avec Cyclevia. Voilà, donc on a des clients qui sont sensibles à ça. Maintenant, c'est aussi à TCM via l'offre qu'on pourrait proposer, d'amener ce sujet parce que c'est vrai que ça vient pas forcément du client. Ouais. Ouais. Je comprends. Oui. Et puis, enfin, c'est quand même des. Enfin, c'est pas rien non plus. Il faut y penser. C'est vrai que Mm. c'est quelque chose sur lequel il faut se pencher s'il y a un besoin. Et c'est sûr que c'est pas négligeable. Enfin, en tout cas, c'est à Ah, ah, préparer en tout cas. ouais, t'as totalement raison. T'as évoqué deux parties un peu dans tout ce que tu disais. T'as évoqué un peu le côté quelles sont les choses qu'on peut faire, action par action. Puis t'as Ouais. évoqué le chantier plus global. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut aussi avoir en tête. Et quand on a développé un outil depuis 2, 3, 4, 5 ans, la refonte n'est pas forcément à l'ordre du jour pour le client. Il est plutôt dans cette logique de dire, bon, bah moi j'ai un outil qui maintenant marche bien, je vais le garder encore quelques années. Ouais. Et là, on peut travailler sur l'optimisation. Et c'est hyper intéressant d'aller chercher dans le détail ce qui peut être optimisé. Quand on démarre un projet, c'est là que la réflexion vraiment conceptuelle doit avoir lieu pour partir tout de suite sur les bonnes bases. Mais quand on a lancé le projet il y a 4-5 ans, le sujet était moins sur la table, existait déjà évidemment, mais était moins sur la table et c'était plus compliqué à aborder. Ouais, carrément. Ouais, non, ça c'est normal. Et c'est sûr qu'en effet, plus tôt c'est fait, enfin, plus tôt c'est pensé, enfin, plus facile derrière c'est de mettre ça en place et de. Mm. Carrément. Clairement. Et je pense qu'il y a un sujet que tu as évoqué aussi et qui est très important, et je me permets de le redire, tu l'as bien dit, hein, mais je le redis, c'est ce lien entre l'économie d'énergie et la performance Ouais, qui est total en fait. On pourrait croire que c'est un bonus, mais non, pas du tout. C'est juste, en fait, c'est une évidence. Et, c'est ça. euh, et en fait, c'est, je pense, le plus gros argument pour des clients qui seraient pas forcément hyper ouverts au sujet. Mais c'est vraiment le plus gros argument. Parce que quand on parle de performance, on parle de performance web, alors on va dire ça charge vite, etc., etc. Du coup, on parle aussi de performance
derrière marketing, économique. On sait que quand les pages chargent plus vite, si c'est un site e-commerce, on achète plus facilement. On a moins de taux de rebond quand les pages chargent vite. Enfin, tous ces sujets sont ultra liés. Ouais. Et si les clients ne sont pas très ouverts à ce discours green, bah, ils sont souvent très ouverts au sujet de performance. Donc faut coupler les deux et il faut y aller à fond, quoi. C'est ça, c'est carrément un effet de bord hyper positif sur lequel on a fait. Je pense qu'il faut. Enfin, ça peut être un levier aussi carrément auprès des clients. Complètement. Ok. Bon, bah cool, mais c'était hyper bien. Ça fait, je crois que c'est la 3e fois là, depuis 6 mois, 1 an qu'on évoque ce sujet par différents biais. C'est top. Il faut qu'on le mette beaucoup plus au cœur de la stratégie aussi de la boîte. On l'a déjà, hein, commercialement parlant, et avec la DT, on travaille dessus. Ouais. Mais là, je pense qu'il faut qu'on communique un peu plus et qu'on montre un peu plus aussi ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, c'est top que tout le monde s'y intéresse. Merci à toi en tout cas. Mais pas de souci. Non, merci beaucoup. Et puis bah, bon vendredi et bon week-end à tous. Bonne journée, Merci, Séverine. Lucas. Merci, Lucas. Salut. Merci. Bye. Salut.